Ok, je vous propose qu'on commence cette table ronde. Donc, je vais vous proposer, avant de vous introduire un peu plus en détail ce qu'on va faire, de partager déjà pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de venir à cette table ronde afin de pouvoir un peu mieux orienter notre discussion? On voulait savoir, avoir un peu un échantillon de quelques questionnements comme ça que vous pourriez avoir dans cette table ronde. On a des intervenants qui ont beaucoup de choses à dire et on voulait cibler un peu nos interventions. Est-ce qu'il y a, on dirait, 2-3 personnes qui veulent nous partager leurs questions? Uniquement leurs questions. On va essayer de faire ça pendant toute la table ronde. Pas trop présenter votre contexte et plutôt aller directement sur le questionnement que vous pourriez avoir. Merci. Bonjour. Ma question, c'est jusqu'à quand attendre que des partis qui s'intéressent ou pas à nous, ou alors partir directement en se disant on ira sans les partis? Et comment le faire? Merci. Comment partir sans les partis, sans après être accusé d'avoir favorisé l'éclatement de la gauche? On l'avait celle-là. Dans un contexte d'alliance prévue pour 2026 avec des partis, jusqu'où aller dans le maintien de la méthode, le rappel de la méthode de la gouvernance partagée, et à quel moment est-ce qu'on arrive à lâcher, enfin voilà, ce côté lâcher, rappel, poser, imposer, déposer, reposer, où est-ce qu'on s'arrête et où est-ce qu'on reprend? Super. Allez, je prends ces deux-là et puis on va commencer. Bonjour, Sébastien, Angoulême Collectif. La question est, est-ce que le contexte politique local n'est pas très spécifique et donc n'amène pas à des solutions différentes dans les relations avec les partis politiques? Merci. La question est, est-ce qu'il faut s'allier au second tour et éventuellement perdre son âme, ou est-ce que voilà, il faut rester citoyen participatif seulement? Jusqu'au bout. Super. Donc moi, je m'appelle Lisa Daoud. Je suis animatrice pour Fréquence Commune. J'ai aussi une expérience de conseillère municipale dans ma commune. Bien sûr, vous connaissez à ce stade des rencontres la boussole des listes citoyennes et participatives sur le bout des doigts, mais je vais quand même vous la rappeler un peu. Puisqu'il y a donc un critère spécifiquement sur le lien au parti politique, qui est celui qui a pris le plus de temps à être rédigé dans la boussole. Du côté non, ce qui ne serait, on va dire, pas considéré comme un exemple à suivre par les LCP. Ça va si je dis LCP au lieu de dire les citoyennes et participatives? Merci beaucoup. Ce serait un cas où la liste est majoritairement composée de professionnels de la politique, de personnes déjà élues et ou issues de partis politiques. Si elle se revendique d'un ou plusieurs partis politiques, et si elle est fortement influencée par les directives locales ou nationales d'un parti politique. De l'autre côté du spectre, un idéal pour les LCP serait que la jeunesse de la liste est portée essentiellement par des habitants-habitantes, en dehors de l'influence des partis politiques. On commence déjà à être dans un truc un peu plus abstrait. Plus de la moitié des candidats éligibles sont non encartés ou n'ont jamais été élus, donc ne sont pas encartés dans des partis politiques. La tête de liste n'est pas membre d'un parti politique. La liste ne subit pas d'ingérence ni d'influence d'un parti politique. Ça commence à devenir un peu plus chaud. Les membres de partis de la liste, s'il y en a, ne peuvent pas revendiquer de place sur la liste simplement parce qu'ils représentent un parti, un logo. Et enfin, un parti politique n'a pas de rôle spécifique dans la gouvernance et les orientations de la liste. Et elle n'est pas redevable envers un parti. C'est déjà assez détaillé, mais l'idée d'aujourd'hui, c'était de rentrer un peu plus dans la réalité, comment ça s'est fait en 2020 et comment ça peut se faire en 2026. Plusieurs configurations ont existé, ont été testées en 2020, dont mes intervenantes vont vous parler. Il y a eu l'intégration de personnes encartées dans les listes, sans réelle discussion avec des partis politiques, l'intégration de partis politiques dans les listes, l'alliance d'avant-élection, l'alliance de dernière minute, l'alliance entre deux tours. L'idée, vous allez avoir du coup plusieurs cas de figure aujourd'hui. L'idée, c'est de vous partager à la fois ce qui a pu marcher et aussi de perdre un peu en naïveté, ce qu'on a beaucoup entendu, ce qui a été reproché un peu, ou mal vécu, on va dire, par certaines listes en 2020, c'était d'arriver aux tables des négociations avec les partis avec une forme un peu de naïveté. Ça rejoint un peu la question tout à l'heure sur
est-ce qu'il faut abandonner nos pratiques d'intelligence collective et de gouvernance partagée quand on arrive à la table des négociations. Et puis, donc, d'arriver un peu plus préparé. Et puis, une dernière chose, c'est qu'on s'inscrit dans un contexte où le discours sur la nécessaire union de la gauche est très présent, quitte un peu à, ça rejoint ce que l'un d'entre vous disait, à culpabiliser les LCP, comme si du coup c'était elles qui devaient si elles ne se ralliaient pas à cette stratégie, pourraient être responsables que l'extrême droite gagne ou que la gauche ne gagne pas. Enfin voilà. En tout cas, on peut entendre ce discours monter. Et tout ça prend aussi énormément de temps, Julie le disait ce matin, aux listes. Donc à quel point, comment ça questionne vos stratégies localement. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous poser en introduction. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer donc par un témoignage de nos 3 intervenants. Je vais d'abord leur laisser la parole et puis on fera un petit débat. Et on se gardera une 30aine de minutes à la fin pour des questions avec vous. N'hésitez pas à les noter au fur et à mesure pour ne pas les oublier. Je voulais commencer par toi, Romain Gachet. Tu es conseiller municipal adjoint aux pratiques démocratiques à La Montagne, ville de 6500 habitants en Loire-Atlantique. C'est bien ça. Tu es collaborateur également de Julie Laernous, qui est députée NFP-ELV de la 4e circonscription de Loire-Atlantique. Tu voulais nous témoigner des expériences municipales qui sont en cours dans la circonscription, notamment de villes petites et moyennes, dans lesquelles les discussions ont déjà commencé entre les partis politiques et les listes. Effectivement, donc bonjour à toutes et tous. Je viens ici pour évoquer plutôt les petites et moyennes communes. Durant ces 3 ans et ces 50 mandats et ces 3 ans pour lesquels j'ai travaillé dans la circonscription, j'ai pu voir certaines communes participatives déjà comme Rezé exercer une politique, et j'ai pu aussi voir certains collectifs récemment se former. Donc ce sont des villes qui vont entre 5 000 et 45 000 habitants. Et pour le moment, tout se passe plutôt bien. On a la chance que ces collectifs fonctionnent en bonne intelligence. Je pense que mes camarades vont avoir un discours peut-être un peu différent sur les grandes villes, mais nous, sur ces strates de communes-là, on se rend compte que le regard des partis politiques a beaucoup évolué sur les listes citoyennes. Je pense pour 2 choses. La première, c'est qu'ils voient qu'ils sont tout à fait capables, autant qu'eux, de tenir une administration, de produire des politiques publiques, d'avoir un programme cohérent. Et secondement, pour le dire un peu plus trivialement, c'est que les partis politiques se rendent compte qu'ils ne sont plus trop à la mode en vrai. Je crois que le sondage qu'on rappelle souvent, c'est qu'il n'y a plus que 16% des Français qui font confiance aux partis politiques, et les partis politiques le savent. Donc je pense aussi que le regard a évolué parce que les partis politiques ont besoin des listes citoyennes localement pour avoir des élus, pour continuer à se financer. Et c'est pour ça que dans ces petites strates de communes-là, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça fonctionne peut-être un peu mieux parce que les partis politiques n'ont pas les moyens humains de vouloir avoir une candidature seule. Donc voilà, moi j'ai plutôt ce témoignage-là et ce vécu-là concernant mon expérience et mes strates de communes. Merci. Je vais te demander à toi, Jonas, de prendre la suite. Donc, je te présente rapidement Jonas Georges, membre d'Archipel Citoyen sur la campagne de 2020 donc à Toulouse. Et pour résumer rapidement ce qui vous est arrivé, c'est que donc au premier tour, vous étiez un collectif citoyen qui incluait Europe Écologie Les Verts, LFI, une dissidence PS et d'autres partis. Tu nous en diras plus si besoin. Et au second tour, la liste PS et PC vous a rejoint en partie. Et vous avez fait 48% au second tour. Tu es également animateur à Fréquence Commune et tu pourras nous partager des apprentissages issus du rapport Prendre le pouvoir pour le partager sur cette question-là. Qu'est-ce que tu voulais nous dire déjà, de quoi tu voulais témoigner dans cette table ronde? Oui, merci. Ça fait un moment que je triture cette question des partis politiques et c'est pas sans raison. Avant d'entamer ce que j'ai à vous dire, je voulais préciser quand même une chose, c'est que dans mon expérience à Toulouse,
j'ai rencontré des gens assez géniaux dans les partis politiques, des gens avec qui j'ai eu envie de faire. Cela étant dit, la problématique pour moi, c'est pas tant le fait d'être encarté, mais ça vient des comportements qui ne sont pas régulés dans les espaces de partis politiques. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a matière à discuter et à se détacher, en tout cas, de certaines formes de naïveté et d'être exigeant et rigoureux par rapport à ces choses-là, parce que c'est là que viennent les complications. Sur ça, pour moi, il y a une grosse distinction. Là, j'en discutais un peu avec des listes depuis que vous êtes arrivés, avec pas mal une sensation d'entrave et de perte de temps et d'énergie à discuter avec les partis qui ne reconnaissent pas la manière dont on a envie d'envisager la politique. Et pour moi, il y a quand même deux grosses distinctions, peut-être avant de se poser la question de est-ce que ça vaut le coup ou pas de coopérer avec eux. C'est la dynamique dans laquelle ils sont. Et pour moi, je vois deux grandes phases. Il y a soit une dynamique où on va chercher à faire alliance avec une force politique, comme deux partis feraient une alliance stratégique pour ne présenter qu'une liste au lieu de deux avec des projets différents. Et il y a une autre dynamique qui est vachement plus souhaitable, c'est d'intégrer des membres de partis politiques à une dynamique de collectif et de liste citoyenne participative. Et ça ne va pas être du tout les mêmes manières de relationner avec les forces politiques dans ces deux cas. Notamment, il va y avoir la question de qu'est-ce qui est intéressant et pertinent dans votre situation pour trouver le bon point de contact. Si vous discutez alliance, ça va se faire avec les cadres, la colonne hiérarchique structurelle des partis, qui est souvent la plus conservatrice et la moins ouverte aux formes de partage de pouvoir. Et du coup, de savoir est-ce que vous cherchez à contacter ces personnes-là ou est-ce que vous cherchez à convaincre des militants de partis politiques de rejoindre votre dynamique citoyenne. Ça va être deux choses très différentes. Plus il y a de gens haut placés dans le parti, dans votre collectivité, plus ce sera difficile de s'affranchir de la ligne stratégique qui cherche une alliance et une hégémonie de parti. Ouais, pour moi, une des raisons de pourquoi ça coince et pourquoi les partis sont souvent en incapacité de laisser de la place au LCP, c'est un truc de privilège et de contrôle. Il y a plein de choses dans le fonctionnement des listes qui font perdre du pouvoir ou une place que les membres de partis sont habitués d'avoir. Globalement. Nous, il y avait beaucoup de résistance à tout ce qui était outils de facilitation, d'intelligence collective, d'éduc-pop, etc. C'est pas sans raison. C'est parce que quand on cherche à réguler différemment les prises de parole, les personnes qui ont l'habitude de la monopoliser, elles l'ont plus. Les personnes qui ont cette culture du tribun, de vouloir s'exprimer devant tout le monde et jamais en groupe plus restreint, etc., ça vient leur faire perdre un privilège et du coup ça résiste, il y a du contre, etc. Ça, il faut être en capacité de l'identifier pour savoir pourquoi c'est important de défendre ces méthodes-là de partage de la prise de parole et de l'exercice des temps collectifs. Et globalement, j'ai l'impression, là aussi, ce qui se renforce, c'est dans les LCP, il y a un truc très fort d'émancipation qui se porte, d'auto-organisation, et ça fait perdre la place et le rôle des partis politiques. Et du coup, il y a de la résistance à ce niveau-là. Moi, je voulais témoigner d'un ou deux comportements qu'on a identifié chez nous à l'époque. Peut-être ce sera parlant. En tout cas, là, c'est un phénomène qu'on a observé à la fois à Toulouse et à Marseille, qui est assez insidieux. Ça arrive après le moment où vous avez désigné votre tête de liste. Et peu importe qu'elle soit d'où elle vienne, mais il y a eu une forme de capture du drapeau. Une fois que la tête de liste était désignée, il y a eu un certain nombre de personnes qui étaient plutôt issues des franges biberonnées aux jeunesses socialistes, loups politiques, etc., qui en recherche de pouvoir, qui ont passé un certain temps à enrober, passer beaucoup de temps pour être aux petits soins de la tête de liste, etc., de préparer les rendez-vous, de venir discuter, les cafés, les machins, accompagner partout. Et mine de rien, ça a contribué à venir isoler la tête de liste du reste des candidats et à venir comme, je sais pas, c'est la personne qui murmure à l'oreille des chevals, là c'est la troupe de loups politiques qui murmure à l'oreille de la tête de liste et qui a généré des formes d'emprise, de déconnexion, de pouvoir sûr et où du coup ça a isolé la tête de liste par rapport au reste du collectif. Ça, c'est une dynamique qui est assez présente dans la culture parti politique carriériste parce qu'on se met dans le sillon de quelqu'un qui va accéder à du pouvoir et derrière on va être en bonne position pour plus tard accéder à. Ça, c'est une mécanique qui est hyper parlante pour moi parce qu'elle est insidieuse, on ne la voit pas arriver et ça peut mettre à mal toutes les ambitions de partage du pouvoir derrière. Si la tête de liste retourne sur un fonctionnement classique, il n'y a plus matière. Faites gaffe à ça du coup et prenez soin de votre tête de liste une fois que vous l'aurez désignée, c'est un taf qui est difficile.
et de rester en lien, quoi. Un autre élément, il y a eu pas mal de tensions. Nous, donc les dynamiques de parti, on les a accueillis pour devenir candidats, que les gens soient issus ou pas de partis politiques. Et il y a quand même eu un moment où ça a coincé, c'est dans la phase d'ordonnancement, où ça a beaucoup crispé, parce que donc notre tête de liste était issue d'un parti politique, Europe Écologie Les Verts. Et dans les débuts des négociations sur l'ordonnancement, donc il y avait les partis d'un côté qui avaient déjà un peu réfléchi au truc, et les non encartés identiquement. Et pour donner en plus d'avoir la tête de liste dans le scénario raisonnable du point de vue des partis politiques, dans les 10 premiers, ils mettaient chacun 2 ou 3 membres de leur parti. En toute humilité, quoi. Du coup, il restait à peu près 2 ou 3 places pour les non-encartés sur 10. Et ça leur posait aucun souci de partir sur ces principes-là. Et du coup, il y a eu c'est là où je parle de naïveté. Au début, on a été un peu gentil et mignon pour accueillir ces personnes-là, avec plein de bon sens, etc. Et en fait, il y a un moment où il y a eu besoin de changer de mode de fonctionnement. On était très acculturés sur les méthodes de facilitation, de gouvernance partagée, etc. Et on a eu du mal je réponds aussi à une question de à quel moment c'est plus possible de faire de la coopération et qu'il faut lâcher nos méthodes inclusives pour être en capacité de tenir le rapport de force. Et pour moi, il y a aussi une partie de là, accepter que les partis rentrent dans les dynamiques, ça peut valoir dire renoncer à la qualité du travail qu'on a l'habitude de mener sur l'organisation, parce que ça vient réinsérer des dynamiques de rapport de pouvoir. Et du coup, nous, il y a eu, on a nommé ça un îlot citoyen qui s'est constitué entre candidats et certains militants pour en fait faire front face à ces comportements de tentative de capture de pouvoir, d'espace de position, etc. De pouvoir. Et c'était pas facile à faire. Et on a mis du temps à s'organiser pour tenir ce rapport de force. Et pendant ce temps de latence où on a eu du mal à s'organiser pour faire front, c'est le moment où ils ont réussi à se déployer et à choper des endroits de pouvoir dans le collectif. Et pour ça, une astuce pour moi, c'est quand il y a des comportements qui dérangent, moi j'ai eu la sensation souvent d'être saoulé, frustré et de me faire coquille avec ce truc-là. Et c'est d'aller en discuter avec les autres. Et plus il y a de personnes où vous sentez qu'elles sont frustrées, blessées, activées par des comportements qui ne sont pas OK dans nos espaces, d'en discuter et de reconnaître qu'on est nombreux à être gênés en fait, par ces situations. Ça permet de se sentir plus à l'aise pour, dès que ça revient sur le terrain, ce type de comportement, de faire front, de réagir, de dire stop et de sentir que y a les copains qui sont là aussi, qui sont hyper saoulés et qui soutiennent que non, ça on ne veut pas ce type de comportement que vous aviez l'habitude de reproduire dans les partis, mais que là, ça c'est pas possible. Si vous voulez rester sur ces pratiques, vous venez pas avec nous et vous faites une liste classique. Mais si vous choisissez d'intégrer une dynamique participative, il faut être en capacité de bouger et de se remettre en question sur ces pratiques. Donc faire front face à ça. Merci. Du coup, Julie, on va te demander aussi de nous donner un peu tes premiers points. Julie Reynard, tu es adjointe au commerce et à l'agriculture à Poitiers, donc membre du collectif citoyen Poitiers Collectif. Tu vas nous parler de l'expérience de 2020 donc dans cette ville de 90 000 habitants, donc d'un collectif qui a intégré des partis politiques, je ne sais pas si je le dis bien, tu me diras, et nous parler de ce qui a été fait et un peu de ce qui se profile pour 2026 issu de cette expérience. Ok. Poitiers Collectif, c'est un collectif citoyen soutenu par des partis. Rapidement, dès 2010, dès le démarrage, en fait, il y avait Europe Écologie Les Verts, qui s'appelait comme ça à l'époque, mais qui a changé de nom. Europe Écologie Les Verts, qui a soutenu la démarche en restant très en soutien, notamment du point de vue administratif. Ça, c'était vraiment hyper confort pour nous, un local, l'assurance, le fait de pouvoir louer des salles. Donc, du coup, a toujours été en soutien et l'est toujours. Donc ça a été hyper soutenant. On a toujours voulu garder la majorité, c'est une chose qu'on a posée assez rapidement, c'est que la majorité des gens sur la liste sont des personnes non encartées. Ce que je disais ce matin, moi j'ai toujours un problème avec ce truc non encarté, avec ce non, j'en ai pas trouvé d'autres. Mais vraiment, on n'est pas défini en fait en politique, on se définit par rapport au parti. Donc voilà, je suis preneuse si vous voulez qu'on fasse un brainstorming. Pendant un temps, je disais les autres, mais c'était pas mieux. Donc voilà, on a été
on était majoritaire, et puis on l'est toujours d'ailleurs. Et puis rapidement est arrivé Génération Écologie, Génération L, S, Nouvelle Donne et À nous la démocratie, qui est là-bas, à elle toute seule. Mais ça, en vrai, c'est plutôt des individus qui sont venus sur la liste et qui avaient de l'énergie et qui étaient complètement accord avec nous et qui sont toujours là et qui sont toujours accord. Donc ça, c'était sur toute la campagne. Donc on a pu créer le collectif. C'est aussi en faisant campagne et en faisant la construction du programme qu'on apprend à se connaître et que toute la démarche collective, les prises de décision, la gouvernance, tout ça se construit aussi collectivement. Donc ça, voilà, les personnes qui avaient embarqué avec Poitiers Collectif là-dedans étaient étaient carrément OP avec toutes les méthodes et la participation. Et vous voyez que ça marchait. Vous voyez que ça marchait et que ça prenait de l'ampleur. Voilà, il faut savoir qu'en 2020, on était carrément des outsiders, quoi. Les socialistes étaient aux manettes, ne nous ont pas du tout calculés et on a gagné, quoi. Donc le PS, j'en parle pas parce qu'en fait pour eux on n'existait pas. Et puis sur la fin de la campagne est arrivé le Parti communiste. Le Parti communiste, et c'est là où je rejoins Jonas, c'est qu'on avait quand même une sorte de naïveté. C'est-à-dire que le Parti communiste est arrivé en nous disant, ben voilà, nous on vous donne notre logo, mais par contre, en fait, on va faire un accord. Je savais pas ce que c'était qu'un accord. Et puis quand on sera élu, on veut un groupe. Je sais pas ce que c'est qu'un groupe. Enfin, on voyait pas bien l'utilité du truc. Et puis on veut des adjoints. Et puis on veut au moins 5 élus, quoi. Donc du coup, naïvement, on a dit oui. Bon, ben alors du coup, ça veut dire que les autres partis veulent un accord. Oui, non. Enfin bon, bref, oui, on met le doigt dans un truc un peu long. Donc ça, c'est un peu notre naïveté à nous sur l'ordonnancement de la liste. Alors c'était drama queen, quoi, sur savoir qui veut être au premier. Ça aussi, on a été assez naïfs sur le haut de la liste. Enfin voilà, on a passé des réunions vraiment assez pénibles avec des claquages de portes et des voilà, bon, c'était drama. On en rigole maintenant, hein, mais franchement, c'était marrant. On a pris les choses comme elles venaient et on n'a pas trop. Il y a des choses qu'on n'a pas calculées une fois qu'on a été élu sur les délégations, par exemple. Voilà, moi je pense qu'on s'est fait avoir sur les délégations du PCF, par exemple, qui a pris toutes les délégations sur le social. On n'a pas vu ça. Donc voilà. Donc maintenant, 2026. Après 6 ans, on est un peu moins naïf. On va l'être encore, hein, mais donc du coup, je pense que... Et puis, on est en position de force parce qu'on a gagné. Donc, je pense qu'on va être un peu moins naïf. Moi, je pense que s'il y a accord, c'est à nous de l'écrire, l'accord. Et donc, c'est avec nos conditions à nous, et plus les conditions des partis. Et je ne dis pas qu'il faut faire des accords. Idéalement, il ne faut pas en faire. Mais il faut travailler dès le démarrage, dès maintenant ou même avant, sur la construction du collectif. Pour nous, on s'est dit qu'il y avait une ligne rouge, par exemple, si un parti nous rejoint et c'est pas gagné, il n'est plus question qu'il y ait des gens qui n'aient pas participé à la démarche, qui n'aient pas participé à la démarche de campagne, voire du programme. Il n'est pas question que des gens débarquent comme ça et la veille de déposer la liste se retrouvent sur une liste. On ne fera plus ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'accord qu'on avait passé, en fait, les 5 personnes... il y en a au moins 4 qui n'ont jamais embarqué dans nos méthodes, on n'arrive pas et on lutte en interne pour essayer de leur faire comprendre comment on fonctionne sur les méthodes, sur la collégialité et tout ça. Enfin voilà, même au bout de 6 ans, ça freine, quoi. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui sont arrivées à la fin. Donc voilà, ça c'est du non négociable pour nous, c'est qu'il n'y ait plus des passagers clandestins comme ça qui se pointent au dernier moment, quoi. Et là, sur 2026, il faut savoir qu'en 2020, il y avait une autre liste de gauche, tendance LFI, mais pas affirmée. Et c'était très compliqué de discuter avec eux. Sur le rapport, nous, on essayait d'amener un peu de fraîcheur et un peu de... On poussait fort le fait de critiquer
personne, enfin en tout cas pas l'ancien maire, d'être toujours dans le positif et tout ça. Et eux, ils étaient issus de l'opposition de l'ancien maire. Ils n'arrêtaient pas de taper sur tout ce qui passait, quoi. Le maire, l'ancien maire, nous. Et du coup, on n'est pas rentré là-dedans. Et ils sont pas passés au deuxième tour à 10 voix près. Et donc après, ils ont demandé à ce qu'on fusionne, quoi. Et en fait, on a passé vraiment... Alors, il y a un autre atelier là-dessus, mais on a passé un peu de temps de discussion. Et en fait, on s'est dit non. Enfin, on n'a pas travaillé ensemble. Vous nous avez tapé dessus pendant 9 mois. On va jamais y arriver, quoi. Voilà. Et donc là, en 2026, LFI revient. C'est ce que je disais ce matin, avec ce fantôme du NFP. Et si on faisait un NFP de Poitiers, quoi. Voilà, c'est ce que je disais ce matin. Le NFP, ça n'a pas marché. Enfin, ils ont l'impression que c'est vraiment une victoire, mais pour moi, ça n'est pas une victoire. C'est juste, on le voit aujourd'hui, ils n'arrivent pas à bosser ensemble, c'est insupportable, quoi. Et donc, c'est des discussions sans fin. Et je fais partie du binôme qui a été missionné pour les discuter. Et en fait, on discute pour aboutir à une date de prochaine réunion et une date de prochaine discussion. Donc, franchement, ça n'a pas de sens. Nous, on en est à... Là, on a fait des groupes de travail thématiques pour le programme. Les groupes de travail sont hyper ouverts. Il suffit de s'inscrire sur Internet pour faire partie du programme et d'avoir les dates de réunion. Enfin, tout est ultra ouvert, quoi. Donc, en fait, la moindre idée qu'on a envie de pousser, c'est facile, quoi. Enfin, on leur dit, venez. Enfin, la porte, elle est grande ouverte. N'hésitez pas, venez travailler avec nous et venez faire vos propositions. Et en fait, c'est pas possible. Et moi, j'arrive pas à capter pourquoi. Enfin, ce que je capte, c'est que du coup, il n'est pas question de se fondre dans la liste et se fondre dans les méthodes. C'est des méthodes qui ne vont pas, ils n'ont pas envie, quoi. Et donc, on n'arrivera pas à travailler ensemble. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on recrée un truc supra. Enfin, en fait, ils veulent une fusion. Et en fait, et pas une intégration. C'est exactement ce que dit Jonas. Et là, l'idée, c'est vraiment... Donc, il faut changer de nom, il faut changer de logo, il faut changer... Enfin, voilà. Et tout ça est assez anecdotique, finalement. Enfin, je veux dire, et là, quand est-ce qu'on parle de la vie des gens, de les habitants, ils veulent quoi, c'est quoi les problématiques, quand est-ce qu'on parle de ça, plutôt que de passer des heures à dire « Ah oui, mais toi, mais oui, mais non, mais tu sais, qu'est-ce que tu as dit ?» et tout. Franchement, voilà. Là, on en est là. On a fini par dire à LFI, stop. On arrête, on perd du temps. Le temps, on n'en a déjà pas assez. On arrête. Nous, on va finir. Si vous voulez pas venir, tant pis pour vous. On finit notre programme et puis on verra en septembre. Je sais pas ce qui va se passer en septembre, honnêtement. Mais en tout cas, et en fait, ça nous a enlevé une pression d'un coup, je trouve, collectivement. Enfin, je regarde mes camarades, mais ça nous a enlevé une pression d'un coup en disant, ah ouais, c'est bon, on va faire autre chose. Et puis, on va vraiment bosser sur ce qui nous porte, quoi. Enfin, ce qui nous porte, c'est les besoins fondamentaux des gens, aller dans les quartiers, parler, enfin, je sais pas, dans nos groupes de travail, la gouvernance, quand on sera élu, ça fera quoi. Enfin, voilà, ce pourquoi moi, je veux bien passer du temps, quoi. Voilà. Mais je ne veux plus passer du temps à discuter entre 5 personnes, à savoir combien tu veux de gens, et puis la participation, c'est trop, puis nous, on n'aime pas vos méthodes, puis blablabla. Voilà, moi je fatigue un peu avec ça. Et puis ça va aussi avec l'atelier d'avant, là, de cet après-midi, sur la parité sociale. C'est qu'il y a un moment, il va falloir qu'on se pose toutes ces questions-là aussi. Et que, oui, nous, liste, mais du coup, les partis, aujourd'hui, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, si on doit ajouter cette strate-là, qui me semble plus intéressante, la strate de parité sociale, en tout cas, d'aller plus chercher une liste représentative un peu plus de la population, on va pas s'en sortir si on fait aussi avec les partis. Enfin, il me semble que c'est quand même plus intéressant, quoi. Voilà, je m'arrête là peut-être. Merci beaucoup. Pour la suite de cette petite discussion, avant de vous laisser poser vos questions, j'avais envie de prendre d'abord une perspective un peu optimiste avant de rebasculer un peu dans quand est-ce que vraiment c'est compliqué et il ne faut pas y aller. Parce que donc, en vous écoutant, on voit bien que, et je pense que vous avez tous ça en tête ici, qu'il y a des différences de méthodes énormes, de comportements gigantesques entre les citoyennes et la plupart des partis politiques.
tous ne sont pas au même niveau, on le voit bien, vous ne l'avez pas dit clairement, mais il y a beaucoup de listes qui ont travaillé avec les écolos, par exemple. C'est moins le cas d'autres partis de gauche. J'avais envie de vous demander, notamment Romain et Jonas, il y a des moments où ça peut bien se passer. C'est quoi les conditions pour que ça soit possible? Parce que n'empêche qu'il y a plein d'endroits où ça se fait. Donc comment faire en sorte que ce soit possible? Qu'est-ce qu'on a appris de 2020? Vous avez commencé à en dire un peu, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin là-dessus? Qu'est-ce qu'on a appris de 2020? Des exemples un peu concrets. Par exemple, Julie disait l'accord, il faut qu'il soit écrit par la liste et ensuite présenté aux partis politiques. Voilà, des choses un peu concrètes comme ça. Et puis jusqu'où... pour poursuivre aussi un peu là-dessus, jusqu'où une LCP peut adopter les méthodes des partis politiques. Tu commençais à dire ça, Jonas. Moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Ça veut dire quoi concrètement? Enfin, en tout cas, ça peut questionner. J'aimerais bien que tu nous donnes 1 ou 2 exemples là-dessus. Donc, c'est quoi les conditions pour que ça marche, pour des collaborations fructueuses? Et ça veut dire quoi concrètement discuter avec les partis politiques et pas se faire écraser, quoi? Je sais pas, Romain, est-ce que tu as des éléments là-dessus avant de laisser Jonas parler? Effectivement, des fois ça marche. Comme je disais tout à l'heure, nous, les exemples qu'on a sur plutôt le sud de la métropole nantaise, sur des villes de 5 000 à 40 000 habitants, ça fonctionne sur ces 4 exemples-là. Donc ils ont intégré dans leur collectif pour 2026 des partis politiques. Je crois que c'est surtout les écologistes et la France Insoumise qui y participent. Et sur une commune, il y a aussi le Parti Socialiste. Ça fonctionne parce qu'ils ont mis 3 conditions dans les négociations. La première, c'est comment on va afficher les partis politiques. Donc, ils ont commencé par se mettre d'accord là-dessus. Donc, et le plus souvent, c'est vous venez en tant que personne, mais on va pas mettre votre logo sur l'affiche. C'est pas ça qu'on a envie de mettre en avant, mais pas de problème, venez et donnez-nous des ressources de votre parti et on peut faire des choses en lien avec vos partis. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était, et peut-être la plus importante, c'était le fonctionnement. Il faut que vous acceptiez de fonctionner comme on a envie de fonctionner. Notre collectif fonctionne comme ça, vous voulez nous rejoindre, vous fonctionnez comme ça. À la montagne, on a eu beaucoup de collectifs qui sont venus observer nos plénières. Nos plénières, c'est là où on prend nos décisions collégialement. Ils s'en sont inspirés et derrière, les partis politiques qui voulaient rejoindre ces collectifs ont validé en fait ce mode de fonctionnement ou alors des fonctionnements qui en étaient issus. La dernière chose, c'est de ne pas raisonner en termes de négociation. Ce qui a bien réussi, c'est de ne pas raisonner en termes de place. Parce qu'on va arriver, je veux 5 places, je veux 2 adjoints, conseillers métropolitains, voilà. Là-dessus, on n'y arrive pas parce qu'on peut avoir des passagers clandestins, on peut avoir des gens qui viennent pour le pouvoir, ce sorte d'attitude dont parlait Jonas tout à l'heure. Mais nous, on a plutôt réfléchi en termes de délégation. Demandez pas le nombre de places, mais vous vouliez incarner ou prendre la responsabilité de quelle politique publique. Alors après, on valide ou pas, mais ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises, comme tu disais avec le PCF tout à l'heure. Et ça permet aussi de se mettre, de reparler aussi du programme, quoi, de savoir vous voulez ça, mais pourquoi faire, quoi. Ça a beaucoup simplifié les discussions et en fait, on a parlé politique et on n'a pas parlé on n'a pas parlé place. Et ça a permis d'évacuer un certain nombre de réunions, j'imagine très pénibles, que vous avez pu vivre et de pouvoir accélérer ces choses-là. Et j'ai envie de dire que ça peut marcher d'une deuxième manière, c'est que on a eu plusieurs mauvaises expériences en 2020. Donc il y avait des listes citoyennes et en face, il y avait des partis politiques dans des communes plutôt de gauche. À la fin, c'est des listes de droite qui ont gagné. La première fois que des communes de droite avaient gagné. Donc à la fin, ils ne se parlaient plus, évidemment, ils avaient essayé de faire alliance, ça n'a pas marché. Voilà. Et ils ont donc retissé un dialogue, mais sous l'égide des LCP pendant 5 ans, et ça a fonctionné. Et en fait, ils se sont dit, effectivement, c'est hyper important de parler de la vie des gens, mais si on n'accepte pas, les partis politiques j'entends, si on n'accepte pas de progresser et d'avancer, et les citoyennes pareil, en fait on ne s'occupera juste pas de la vie des gens parce que ce sera la même mairie qui va supprimer les mêmes services publics peu à peu. Donc en fait il y a eu aussi un peu d'intelligence collective qui ont permis que ça se fasse et que ça réussisse pour ne pas renouveler l'échec de 2020. Merci. Pour répondre à cette question, je vais changer un peu de casquette, me détacher de mon expérience de l'archipel citoyen à Toulouse. Et c'est un travail ça fait un moment que ça nous triture dans le réseau. Et du coup, on a essayé de faire apprentissage, d'enquêter sur c'est quoi en fait ces liens avec les partis politiques, dans quel cadre ça peut être intéressant ou pertinent, ou qu'est-ce qui permet que ça fonctionne. Peut-être déjà pour toutes les personnes qui vont devoir ou qui ont choisi de œuvrer avec des forces de partis politiques. Moi, je vous conseille dans ce bouquin,
et j'ai perdu mon papier. Il y a une 30aine de pages d'analyse un petit peu des récits qui sont assez éclairants, qui vous donneront peut-être de la matière sur c'est quoi en fait les comportements délétères qui risquent de pourrir ou détourner certaines de vos dynamiques. Si vous devez bosser avec, c'est cool de les lire pour se les imprégner. Parce qu'une partie de la naïveté qu'on avait, c'est de ne pas être conscient des dynamiques et des captations de pouvoir qu'on peut avoir. Ça met du temps à réagir. Si on l'a en tête, ça vous permettra davantage de faire front quand vous détectez ce genre de comportement. Et du coup, j'ai choisi là, de reprendre un peu une partie de la conclusion de là-dedans. Si vous ne voulez pas tout noter maintenant, j'ai fait un récap des quelques points. Ce n'est pas lisible pour vous de là où vous êtes sûrement, mais vous pourrez venir le prendre en photo si vous voulez avoir ça. Des quelques points vraiment qui ressortent pour c'est quoi les conditions pour une collaboration fructueuse entre une liste citoyenne participative et des partis. Et quand je dis une collaboration fructueuse, je me place dans une dynamique où l'intention c'est après de gérer une commune en tant que conseil municipal et d'être en capacité de faire ce pourquoi on y va, de partager le pouvoir avec les habitants. Pour ça, il y a quand même un truc, je l'ai déjà dit mais je vais le renommer du coup, c'est la facilitation des temps collectifs. Éviter que les personnes qui bénéficient de privilèges dans la société prennent le dessus sur les autres membres du collectif et que ça contribue à inhiber les personnes qui sont en doute, en hésitation, etc. Ça, c'est un truc fort. Le deuxième, c'est du coup toute la partie autour d'un cadre relationnel qui soit explicite vis-à-vis des partis politiques. Vous faites partie d'un parti politique, vous arrivez avec une culture, si vous voulez qu'on fonctionne ensemble, il y a une nécessité de bouger sur un certain nombre de choses, d'accepter certaines autres manières de fonctionner. Et du coup, là, il y a un peu deux axes. Il y a à la fois lutter et réagir face aux comportements abusifs, les comportements qui abîment, les comportements qui renforcent des systèmes d'oppression ou qui cherchent à capter le pouvoir, réagir face à ça. Et une question de féministiser, dépatriarcaliser l'exercice du pouvoir, l'exercice de faire politique dans les formats. S'ils refusent de faire ça, pourquoi faire une alliance quoi, au service de quoi? Un autre élément comme condition, c'était pas de place officielle dans la gouvernance de la liste. Ça vient renforcer ce côté, ils viennent à titre individuel et il n'y a pas de place ou de redevabilité parce que les gens appartiennent à une organisation politique structurée. Il y a également lié à ça un droit de regard sur les candidatures proposées par les partis. Donc à la fois pas de passagers clandestins qui ne contribuent pas aux travaux que vous menez. Et aussi ce qui arrive souvent, c'est que dans les partis politiques, il y a des personnes des fois qui ont besoin d'être calées à des endroits. Et souvent, c'est les pires. Moi je me rappelle à certains moments quand ils nous ont donné la liste des personnes qui voulaient caler dans la candidature, c'était presque du foutage de gueule, quoi. C'était vraiment les personnes qui étaient diamétralement opposées au projet qu'on porte en termes de posture, etc., quoi. Mais pour eux, voilà, ça ne posait pas de problème de proposer ces personnes-là alors qu'il y avait d'autres possibilités. Donc une condition, ça me paraît aussi être ça, d'accepter un droit de regard sur les personnes qui sont proposées. Et une dernière, que parfois on oublie, mais c'est qu'à la fin, il y a une majorité de non-encartés sur la liste. Et ça ne va pas de soi quand on prend le regard opposé depuis un parti politique. Si on peut avoir 70% des places, ça joue, quoi. Voilà. Mais le rappeler, peut-être, ce truc-là. Ouais, et c'est pas dans la globalité de la liste, c'est à des places éligibles et derrière avec l'impact d'avoir des postes à responsabilité ou de fonctions d'équilibre en tout cas là-dedans. Si je fais une mini autocritique de ce que je viens de repartager sur un peu les apprentissages, de ce qui permettrait une collaboration fructueuse, moi j'estime qu'il y a à peu près 80% des éléments là-dedans qui sont pas acceptables pour une large partie des partis politiques. Pourquoi ? Parce que ça vient chatouiller, remettre en cause une grande partie des privilèges qu'ils sont habitués à avoir. Donc c'est là qu'il y a aussi ce jeu de rapport de force vis-à-vis d'eux. Et un élément que je rajoute là, c'est plus facile et plus agréable de coopérer, de collaborer, parce que ça fait des relations qui sont fluides. Mais à un moment, il faut accepter de reconnaître quand en face, les personnes ne reconnaissent que le rapport de force, que la coopération n'est pas possible. Et si la seule manière de dialoguer, d'avoir un échange et de construire quelque chose, c'est le rapport de force, c'est d'accepter ce truc-là et de mener un rapport de force. Ça ne veut pas dire prendre les comportements des partis politiques parce que non, c'est pas ça. Mais il y a un rapport de force à cet endroit-là et si on ne le joue pas, on va se faire berner, on va perdre la question de l'équilibre du pouvoir qu'on va avoir dans le collectif, etc. Et donc c'est plutôt s'affirmer dans une forme de rigueur et d'exigence sur des principes qui nous semblent fondamentaux pour faire de la politique comme on la souhaite, quoi.
Merci beaucoup. En termes de stratégie, alors tous vos contextes sont différents, mais j'ai l'impression d'avoir entendu deux choses dans ce que vous disiez. Il y a une stratégie qui consisterait à faire campagne en tant que collectif citoyen pour montrer ce que ça veut dire de faire de la politique différemment, de tracer sa route en fait le plus loin possible pour créer aussi une dynamique et du coup un rapport de force par la suite. Et ensuite de négocier, et ensuite de voir ce qu'on pourrait faire avec avec les partis politiques ou d'autres listes. Et une autre stratégie qui consisterait à intégrer le plus tôt possible des membres des partis politiques, ou en tout cas de discuter et pour que ces personnes s'acculturent et pour voir en fait pouvoir ensuite fonctionner ensemble. Entre ces deux stratégies, je sais pas, Julie, je te vois, ça te parle? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir en tout cas de l'expérience de 2020 là-dessus? Bon, encore une fois, ça dépend vraiment des contextes. Chaque contexte est différent, mais plus tôt c'est, mieux c'est en fait. Enfin, c'est justement parce que c'est des personnes ou des groupes de personnes qui n'ont pas la culture des temps collectifs, de la facilitation, de lâcher le pouvoir, de redistribuer le pouvoir, plus ils changent de posture, plus c'est pris tôt, plus c'est plus facile de changer de posture, quoi, et d'embarquer pour pouvoir faire de la politique autrement. Donc oui, moi je préconise de le faire vraiment le plus tôt possible, mais en même temps je dis ça et qu'on est déjà à 6 mois, donc comment on fait maintenant, quoi. Je sais que ça va être un peu nécessaire peut-être de faire des accords de fin dans certains contextes, mais moi je mets un gros warning sur comment ces gens-là embarquent et comment ces gens-là sont prêts à embarquer dans la gouvernance qu'on a prévue pour l'après. Parce que c'est bien beau de faire la campagne ensemble, mais après ça veut dire qu'on va être 6 ans, voire 7 ans à bosser ensemble. Enfin, il faut que les gens soient prêts à travailler différemment. Non. Il faut que les gens soient, 1, prêts à travailler, 2, à travailler différemment. Parce qu'on voit aussi, les gens qui débarquent comme ça sur la fin, en fait, d'une, ils prennent pas le train en marche, et puis il y a une, je sais pas comment dire, il y a un élan de taf, en fait, et puis quand on est élu, faut bosser, quoi. Je suis désolée, mais ceux que j'appelle les passagers clandestins, c'est pas les plus gros bosseurs, quoi. Enfin, en tout cas, à Poitiers, c'était le cas. Et moi, je rajouterais des trucs sur le fait justement, alors mais tu signes un blanc-seing, mais justement que les gens qui viennent sur la liste, ils s'engagent à partager et à partager les temps collectifs, à travailler pour un peu rattraper leur retard de méthode. Enfin, je sais pas comment dire, ou à se former peut-être. Tu vois, en arrivant, si tu arrives à la fin, en fait, tu te formes à la facilitation, peut-être en dehors de la liste, j'en sais rien, mais les 5 personnes qui arrivent à la fin, il faut qu'ils soient formés à ça. Enfin, c'est peut-être une des conditions qu'on devrait rajouter, quoi. Merci beaucoup pour ces premiers témoignages. Je vais vous permettre de répondre aux questions de la salle, parce que je pense que vous en avez encore pas mal liées à vos contextes. Je vais passer avec mon micro. Au niveau des élections municipales, il y a aussi les élections par rapport aux agglomérations, communautés de communes. Il y a aussi un temps suivant qui est aussi de parler avec les partis politiques. Sinon, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit précédemment, hein. Mais on est contraint aussi à ça dans un deuxième temps. Et votre question, c'est comment on gère ça? Comment on gère ensuite les désignations pour l'agglomération ou les communautés de communes? C'est ça? Les discussions sur les places. J'en prends peut-être 2 ou 3 et je vous laisse répondre. Moi, j'en ai une, mais je suis souvent étourdi, donc j'ai peut-être pas entendu, mais j'ai pas l'impression. C'est à quel moment on cesse une collaboration? Quand on sent qu'en fait, il n'y a pas d'envie de collaboration, puisqu'il y a une hégémonie de partis au local. Merci. Je reprécise rapidement. C'est qu'en fait, il y a des discussions d'union de la gauche, mais pas avec de date arrêtée. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend et on dit à toutes les personnes qui sont avec nous sur la liste, non, mais on attend en fait et on fait rien? Ou est-ce qu'à un moment donné, vu qu'on a l'impression de se faire courir un peu, on dit non, on y va et on se verra plus tard. À quel moment on continue, à quel moment on arrête? Moi, je peux parler que de Poitiers et Grand Poitiers, en sachant que on a la ville-centre. Et en fait, le poids des partis est très minime sur Grand Poitiers. On est plus sur un clivage urbain-rural que sur un clivage politique, de partis, on va dire comme ça.
Donc, c'est une autre négociation. On ne peut pas caler la même chose. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais nous, on n'a pas eu à négocier avec un autre parti. Les partis ne sont pas à Grand Poitiers, en fait. Ouais. Donc, il n'y a pas de négociation à cet endroit-là. Ok. C'est pas cet enjeu-là Ok. qui se joue. D'accord. Romain. Ça dépend des strates de communes, parce que si c'est une commune de moins de 10 000 habitants, c'est vrai qu'il y a une place, enfin nous à Nantes, c'est une place pour une commune de moins de 10 000 habitants. Et en fait, c'est souvent le maire pour des questions de rémunération, en fait. C'est ce qui arrive le plus souvent, et de représentation par ailleurs, parce qu'on voit que quand le maire n'est pas présent en conseil métropolitain, mais je parle de Nantes, on voit que des fois la commune n'arrive pas à se faire entendre et qu'elle n'est pas suffisamment incarnée. Donc ça, c'est un autre problème sur les métropoles. Mais il y a quand même souvent la nécessité qui est besoin d'avoir le ou la maire présent aussi. Donc, si j'ai bien compris votre question, c'est à quel moment est-ce qu'on se dit bon bah on avance et on n'attend pas forcément la négociation, la discussion avec les partis politiques pour savoir ce qu'on fait, quoi. Ouais, moi je veux bien y aller sur ça. Déjà, en fait, pour moi, il faut comprendre la stratégie de pourquoi ça prend autant de temps avec les partis politiques d'acter ou de non acter quelque chose. Nous, il y a eu beaucoup un truc à chaque fois, on s'est lancé 3 ans avant à Toulouse. Ils nous disaient non, mais c'est pas le moment, attendez, on fera ça plus tard, quand eux seraient organisés et qu'ils pourraient nous doubler, etc. Et il y a eu un peu ce truc fort qu'on a tenté de tenir, c'est de ne pas se caler sur l'agenda des partis et de continuer à faire notre truc comme s'ils n'existaient pas. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent ce truc, je ne sais pas combien de temps ça vous prend, les discussions, les relations avec les discussions avec tous les partis, mais j'ai l'impression que ça vous prend un temps colossal. C'est épuisant à faire, c'est pas intéressant. Et il y a un truc où ça contribue à vider l'énergie du collectif parce que ça freine, ça ralentit, ça détourne d'aller vers les habitants, discuter de démocratie directe, de réfléchir à comment on va gérer la ville, d'animer des assemblées dans les quartiers, de faire des ateliers thématiques, des trucs. Et tout le temps que ça vous parasite à gérer ça, ça reste un avantage pour les partis parce que pendant ce temps-là, vous élargissez pas votre base sociale de militantisme et de personnes qui se connectent au projet. Et du coup, ça joue en leur faveur. Et je pense que c'est pas anodin que ça se passe comme ça. Donc il y a un truc où ça fait traîner et ça fait partie du rapport de force qui joue contre les listes citoyennes participatives, pour moi. Et du coup, moi, si j'ai un conseil là-dessus, c'est... parce qu'en fait, derrière, le risque, c'est quoi ? C'est difficile, j'ai l'impression, de renoncer à cette possibilité un peu idyllique d'une liste unique, à gauche, progressiste, qui sont en capacité de transformer le territoire. Mais en vrai, moi, une des questions derrière qu'il faut se poser, c'est avec qui est-ce que vous avez envie de faire démocratie ? Est-ce que c'est avec les ténors du Parti socialiste, de la colonne hiérarchique de la France insoumise, qui ne peut pas lâcher le pouvoir ? Ou est-ce que c'est avec les habitants que vous voulez faire démocratie ? Et du coup, en termes de temps passé à essayer de convaincre ces personnes-là qui en ont rien à faire, c'est pas leur matrice, c'est pas leur logiciel, ou d'aller discuter avec les gens qui sont déçus de la politique, qui ont a priori tout le terreau social pour venir renforcer les dynamiques que vous montez. Pour moi, l'énergie, elle est à mettre là. Et de garder ce curseur, de ne pas se laisser détourner de l'objectif initial, c'est dur à tenir parce que c'est tentant qu'il y ait moins de listes à gauche et que du coup il y ait moins de dispersion de voix. Mais il faut arriver à jauger qu'est-ce qui permet derrière de transformer la ville, quoi. Et alors après il y a le récit à cause de qui il n'y a pas de liste d'union de la gauche. Et ça c'est un truc très fort sur lequel les partis savent raconter, re-raconter, détricoter la vérité pour le tourner à son avantage. Bon, ça c'est des strates de com, moi ça m'intéresse pas trop. Et ce qui fait le contrepoids aussi, le rapport de force, c'est en fait à partir du moment où vous arrivez à vous faire déborder par une base d'habitants, etc., les partis politiques, ça vient brider leur légitimité à avoir l'hégémonie aussi. Mais je concède que c'est pas facile d'accepter de dire on travaillera pas avec ce parti dans les conditions où c'est posé parce que ça fait comme ça ferme la discussion. Mais du coup, il y a à quoi on dédie notre énergie et comment on narrative la chose pour pas que ça se retourne contre soi. Foncez, quoi. Allez vers les habitants, faites vos trucs et vous souciez pas tant des partis. S'ils veulent pas coopérer, vous verrez plus tard le type d'alliance qu'il y a. Mais déjà, déployer votre projet politique, etc., c'est là-dessus que ça se joue, quoi. Et peut-être en termes de témoignage, à Poitiers Collectif, en fait, en 2019, mais aussi maintenant, là, on a déjà notre calendrier jusqu'à la victoire. En fait, en 2019, 1 an et demi avant, on avait, voilà, là, on va faire le programme, là, on va faire
la désignation de la liste, là on va faire la tête de liste, là on fait campagne et là on gagne. Et en fait, et avec le mois, on l'avait en 2019, on l'a encore là. Donc en fait, notre calendrier, c'est celui-là, quoi. T'embarques pas, c'est celui-là. Et en fait, faut pas... Effectivement, le côté 16%, en 2025, 16% des Français ont confiance dans les partis politiques. Il y a quand même énormément de gens qui sont déçus de la politique. C'est ceux-là qu'il faut qu'on aille chercher, quoi. C'est ceux-là qu'il faut qu'on raccroche avec plein de méthodes en allant dans la rue. Et effectivement, les heures carrées de réunion, il faut vraiment au maximum éviter, quoi. Donc c'est bien d'avoir un cap. Et en plus, ça porte tout le monde du collectif d'avoir un cap et de savoir où est-ce que tu vas, quand est-ce que tu fais et jusqu'où tu vas, quoi. Donc se sentir légitime, en fait, de ne pas se laisser culpabiliser par les partis sur cette question-là. Je crois qu'avant, j'étais en tête, j'avais 2 personnes là-bas. Merci. J'avais une question qui était sur quels étaient les clivages politiques qui existaient entre vous, la composante citoyenne, et les partis, et quelles étaient les logiques propres à chaque parti auquel vous avez eu affaire. Et si je peux juste me permettre, parce qu'en fait, de ce que la façon dont je reçois un peu la perception des partis, c'est que j'ai l'impression que la façon dont on les décrit là ne peut produire que énormément de souffrance. Dans le sens où j'ai l'impression que tout le monde a un cadre de normativité. Tout le monde a un cadre normatif, tout le monde a un cadrage politique. Et que si on n'assume pas qu'on a un certain cadre politique, du coup, on a l'impression de détenir la vérité et que les autres sont dans le faux, alors qu'ils ont juste d'autres cadres normatifs et d'autres cadres politiques. Et que si on n'arrive pas à identifier les logiques, notre logique propre et la logique propre de chaque parti, alors c'est quasi une guerre de religion, quoi. Vous voyez, parce qu'on parle des comportements des gens, etc., alors qu'en fait, ces comportements s'inscrivent dans un cadre politique particulier. Et donc je dis pas ça pour défendre quiconque, mais en fait j'ai l'impression que si on veut sortir d'un rapport de souffrance, quoi, parce que j'entends un peu, c'est comme ça que je reçois ce qui se passe, il faut qu'on s'attache aux logiques de chaque composante pour essayer de se comprendre et après de voir où est-ce qu'on va aller au rapport de force, où est-ce qu'on va pouvoir faire des choses ensemble, etc. Oui, nous, j'ai l'impression qu'on est un peu piégé dans notre exemplarité d'assemblée citoyenne, parce que tu disais notamment, Jonas, je crois qu'il fallait faire monter la force non encartée si c'était la volonté de rééquilibrer des listes citoyennes où il y a moins de ténors et plus de citoyens non encartés dedans. Nous, au collectif, alors c'était une question du coup par rapport à Poitiers, qui est membre de votre collectif? Parce que nous, effectivement, c'est que ce soit encarté ou non encarté, on s'en fout. Ça a un peu changé après 2020, puisqu'avant 2020, c'était pas vraiment ça, mais là, ça a changé. Et maintenant qu'on discute avec les partis, on a des membres de partis totalement intégrés depuis 1 an et demi, donc qui participent, donc, notamment les écologistes et la France Insoumise, qui participent à toutes nos réunions et qui utilisent nos méthodes, voilà. Et comme là, on commence à discuter avec les ténors, à la fois ils sont au collectif et à la fois ils sont, eux ou d'autres, représentés dans la table des 7. Il y en a 7 en tout. Voilà. Et du coup, comment on gère cela? Est-ce qu'on leur demande, par rapport à ce que tu disais, on en a encarté, est-ce qu'on trie au collectif ceux qui sont encartés, ceux qui ne sont pas encartés? Ceux qui sont encartés, on leur dit vous n'avez plus la parole, c'est nous qui votons. Parce que, voilà. Comment résoudre ça, okay. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Ouais, mais il y a un truc qui me parle pas mal sur cette question, que je tire d'un concept de gouvernance archipélique qui est tiré des pensées d'Édouard Glissant, poète créole, et qui se base sur 2 trucs, où il dit dans les relations sociales, on a une identité racine, qui est ce avec quoi on arrive, ce qui nous constitue, des manières de décider, d'être, de relationner, etc. Et si on le transpose à la culture politique, effectivement, chez la France Insoumise, chez les écolos, chez le Parti Socialiste, il y a une forme d'identité racine qui s'est construite au fil du temps et qui est telle qu'elle est. Dans les listes citoyennes participatives, elle est un peu plus disparate, composée, mais il y a quand même quelque chose qui ressort de ça.
Et du coup, derrière, c'est comment, dans la pensée de la gouvernance archipélique, c'est comment on tisse des ponts et des manières de relationner entre ces différentes cultures de faire. Et du coup, qui se basent sur des identités relations, qui entend du coup faire un décalage par rapport à notre identité racine pour permettre d'œuvrer et de faire des choses ensemble. Ce truc-là, philosophiquement, il est hyper intéressant, mais dans la concrétisation, il y a des endroits où c'est difficile. Mais moi, je trouve, si je pousse l'idéal de comment on coopère avec des forces politiques, pour moi, il y a ça. Il y a besoin de poser un cadre relationnel spécifique avec chaque force politique qui rejoint le mouvement pour caler justement les endroits où il y a des différences culturelles relationnelles fortes, de mesurer à quel point ça va générer des crispations ou de la tension, et de trouver une manière de se décaler réciproquement et d'ajuster ce truc-là. Mais déjà, c'est difficile de... Je ne sais pas à quel point c'est crédible de le faire comme ça. Ça nécessite d'analyser les ressorts de qu'est-ce qui fonde la légitimité démocratique, qu'est-ce qui fonde la légitimité de la décision. Moi, je l'ai un peu trituré. Je sais pas, si je prends l'exemple à la France Insoumise, j'ai l'impression qu'il y a un truc dans ce qui fonde la légitimité démocratique, c'est le nombre, c'est la masse. Du coup, il va y avoir un truc de faire des pétitions larges, de lancer des appels avec des signataires. Ça fonde une légitimité qui est très forte à cet endroit-là. Dans les listes participatives citoyennes, ce qui fonde la légitimité démocratique, ça va plutôt être la qualité d'appropriation de la décision, qu'elle soit partagée collectivement et mature, un truc comme ça. Là, il y a déjà un décalage. Chez le Parti socialiste, ce qui font la légitimité démocratique, si je caricature, c'est un suffrage universel, uninominal, à 2 tours, avec bulletin secret, isoloir et compagnie. Et nous, dans notre campagne, on a été confrontés à ces différences culturelles-là, où du coup, selon d'où les gens venaient, le ressenti de la décision n'était pas approprié de la même manière, parce que ce n'était pas ce qui fondait la légitimité démocratique. Donc je pense qu'il y a un intérêt à aller explorer ce truc-là pour savoir exactement comment on se fonde. Ça, c'est un aspect. Et après, moi, un des clivages que je vois est carrément d'aller approfondir, si tu veux, Margot, sur ces questions. Un endroit où je vois un gros clivage, par contre, c'est sur le partage du pouvoir. Il n'y a pas alors, il y a un peu un changement avec une mue communaliste chez la France Insoumise, mais que je trouve... on pourra en discuter, mais je la trouve sincère à certains endroits et pas sincère à d'autres. Mais sur ce fait de partager le pouvoir de décider avec les habitants, ça fait quand même partie des éléments qui structurent la résistance à ce qu'on travaille de la même manière avec les forces politiques, pour ce que j'en comprends. Merci, c'est bon là-dessus. Sur la deuxième question, on était sur qui est membre du collectif citoyen. Qui doit être membre du collectif citoyen? Est-ce que les personnes encartées dans des partis sont membres ou pas? C'était plutôt pour toi, je crois. Ouais. Si on parle du collectif en lui-même, en fait, nous, c'est facile, il n'y a pas de membres. Donc, du coup, il n'y a pas de... Enfin, il y a l'association. Oui, mais c'est différent. Il y a une association pour... à mon sens, qui est plus pour une question administrative, mais après, on n'a pas de membres, tu n'as pas ta carte de Poitiers Collectif, tu fais partie de Poitiers Collectif ou tu ne fais pas partie. Après, ce qu'on a posé dès le début, en 2019, et qu'on a repris là, c'est que effectivement, quand tu viens à une plénière ou quoi, tu viens en tant que toi-même. Tu viens, tu enlèves ta casquette. Mais alors, c'est valable pour les partis, mais c'est pas valable pour une association, pour un syndicat, pour... puis t'en parlais tout à l'heure. Enfin, t'es représentant que toi-même, quoi. Voilà, après, on a un fonctionnement un peu particulier parce qu'on fonctionne... Il y a des grosses décisions qui se prennent en plénière et il n'y a pas de membres, enfin, il n'y a pas de carte. Donc, je ne peux pas te dire combien, qui vient... Donc, tous les présents à une assemblée peuvent décider. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions qui restent? Ouais. Non, c'est juste une réflexion. Par rapport à comment faire pour que en gros, le noyautage ne prenne pas sa place, je pense qu'il y a question d'une charte, par exemple, dans Action commune, qui fixe des règles justement par rapport à ça, et qui fait que si la charte n'est pas respectée, on n'a pas trop sa place au sein du collectif. Donc ça peut être aussi... une sorte de règle de vie, de comportement, de posture à avoir. Et puis, ma deuxième réflexion, c'est que de toute façon, au lendemain des législatives, on a eu un petit espoir avec le NFP qui a été vite déçu. Et que donc, de toutes les manières, je pense que le détournement de la vie citoyenne et politique de la part des citoyens fait que ce qu'on risque le plus, c'est d'avoir l'extrême droite, effectivement.
Dans cette mesure-là, je pense que c'est très important. Là, on parle de gauche, mais au niveau des communes, et c'est à mon avis au niveau des communes que c'est possible, je pense qu'il faut inclure le maximum de gens pour que les langues se délient. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dire qu'ils sont au RN, et ces gens-là ont besoin de parler, justement. Donc il faut les amener à parler, il faut les amener certainement aussi à changer d'avis, ce serait le mieux. Mais il y a beaucoup d'omerta là-dessus. Et je pense que le fait d'avoir du noyautage n'incite pas les gens à revenir vers la vie politique. Et si je me permets du coup de transformer ça un peu en question, on en a parlé déjà de l'union de la gauche un peu comme nécessité pour lutter contre le RN. Est-ce que vous pouvez garder ça en tête, peut-être à quel point le contexte actuel de pression autour du fait de faire union, d'avoir des listes uniques contre des listes droite ou extrême droite impacte les LCP. Voilà. Je serais intéressée d'avoir votre avis là-dessus. Allez, 2 questions. Ça tombe bien, parce que moi, c'était un peu dans la même lignée. Moi, j'ai entendu ce que tu as dit, Jonas, sur le fait que en fait, ça, c'est qu'un élément de com et les gens ne s'y attacheront pas. Déjà, je pense que ça peut se discuter, en fait, parce qu'il y a quand même une vraie attente du petit peuple de gauche pour ce truc d'union. Alors, peut-être pour des mauvaises raisons, mais c'est quand même une réalité. Et en fait, moi, je voudrais un peu retourner à la question. C'est-à-dire qu'à dire que si quelqu'un vous sollicite en vous disant, en fait, en gros, sur les mesures de fond, vous êtes globalement d'accord avec les partis de gauche, et la seule chose qui vous différencie, c'est la méthode, la gouvernance. Qu'est-ce que vous répondez à ça et puis comment vous l'expliquez à des gens pour qui ces questions de gouvernance et de méthode politique, c'est extrêmement loin? Comment on fait pour répondre à ça? Merci. On prend une 3e. Moi, juste une remarque pour commencer, c'est-à-dire que je me pose des questions sur l'hégémonie. Effectivement, on parle beaucoup de l'hégémonie des partis politiques, puisque évidemment, dans nos relations, dans nos discussions, on va poser des conditions, ou ils vont poser des conditions. Nous en avons aussi en tant que liste citoyenne, à quel moment on ne ressemble pas à un parti politique dans son hégémonie, du coup, à vouloir rester pieds et ongles, enfin, comme on dit, c'est ça, bec et ongles sur nos positions. Ça, c'est une réflexion personnelle. Et l'autre aussi, c'est effectivement, tu parles de LFI pas mal, et c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on se rapproche quand même beaucoup, en fin de compte, de leurs propositions, dans le sens... après, c'est des méthodes un peu différentes sur la participation citoyenne, etc. Ils sont beaucoup sur le référendum. Et il est vrai que, et là, ça rejoint la remarque qui a été faite et la question, c'est qu'à partir du moment où on ne pourra pas s'entendre, en fin de compte, parce qu'on verra bien, on sent bien dans les discussions qu'il y a effectivement un rapport de pouvoir, une ambition qui nous dépasse, hein, qui est celle de LFI ou d'autres partis politiques, puisque ça va aller plus loin que les municipales, et qu'on va rater, en fin de compte, peut-être, probablement, l'union. Comment la population peut comprendre ça, en fait? Parce que là où on en est, en fin de compte, au niveau global, ne pas arriver à s'entendre au niveau local, alors que la population attend ça toujours quand même, que la gauche parte unie, ils ne comprendront pas, en fait, pourquoi on ne s'est pas entendu, et ça, c'est une préoccupation forte, en fait. Merci beaucoup. Bon, les 3 questions se rejoignent un peu. Qui veut commencer? Juste une anecdote, moi la dernière réunion que j'ai fait 3 heures avec LFI, on était 2 de Poitiers Collectif, donc moi, Nonan Carté et un camarade qui est à GS. Donc ça a duré 3 heures et on leur a demandé dans le fond sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Et franchement, on peut en discuter de notre bilan, de ce qu'on porte et tout. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Donc ils nous ont dit, voilà, un truc qu'on a mal fait pendant le mandat, et franchement, on est d'accord, il n'y a pas de sujet, qu'on a mal géré et qu'on a trituré et qu'on a réussi à plutôt bien s'en sortir. Mais effectivement, c'est pas une fierté, ce sujet-là. Donc là, ok. Et sinon, en fait, c'est super ce que vous faites. Ok. Et donc, non, la digitalisation, parfait, c'est bien. Le 30 à l'heure, c'est bien parce qu'on l'avait dans notre programme, donc vous l'avez fait. Et voilà. Et ça a duré 3 heures pour se dire qu'en fait, le fond, c'est pour te répondre, en fait, on est OK. C'est juste, ils veulent... La méthode participative, ils sont pas d'accord avec ça. Je sais pas si c'est se mélanger ou si c'est essayer d'autres méthodes ou si... Je sais pas. Ouais. Moi, il y a un truc que je capte pas, mais en tout cas... Ouais. Et après, on peut mettre... Effectivement, la question se pose. Hein. Pourquoi nous, on va pas à LFI? Oui, c'est une question. Mais sauf que LFI, en fait, ils ont nationalement, il faut qu'ils montent des listes partout.
Donc du coup, à quoi ça sert de discuter pendant 3 heures si on sait qu'au bout du compte, ils vont faire une liste. Enfin, ils n'ont qu'à nous le dire direct. Enfin, ça ira plus vite, quoi. Voilà. Donc le truc entre le fond et la forme, moi, je ne capte pas. Voilà. Ça reste un questionnement pour moi. Moi, c'était par rapport à la place laissée aux personnes qui votent à l'extrême droite que je voulais réagir. J'ai l'impression que cette question, elle vient de loin, qu'elle a trituré un peu notre collectif en 2020, de savoir comment on se positionnait par rapport à ce truc-là. Et dans les listes participatives, je trouve qu'il y a des personnes qui viennent avec une intention de ce serait chouette qu'on aboutisse à une union de la gauche. Moi, c'était pas mon cas. C'est jamais un idéal qui m'a particulièrement porté, parlé, etc. Et il y a eu des situations où il y avait des personnes qui ont milité à l'extrême droite ou des personnes qui ont voté à l'extrême droite qui étaient intéressées par certaines de nos propositions et de nos méthodes. Je me rappelle que ça avait abouti à des discussions intenses, tendues, de savoir comment on relationne avec ces personnes-là. Moi, je crois encore plus aujourd'hui qu'il y a un truc, c'est pas pour rien que la société et les idées fascisantes progressent, c'est aussi parce qu'il y a tout un champ de la population et de milieux qu'on a un peu abandonné en personnes de gauche, etc. Et du coup, notamment dans les territoires délaissés, les endroits qui sont précarisés, etc., s'il n'y a que comme alternative des idées simplifiantes de l'extrême droite, c'est pas étonnant que les gens, que l'amplitude des votes à l'extrême droite se poursuive. Et pour moi, il y a un travail à faire justement sur ça, sur l'accueil des personnes qui sont tentées par les idées d'extrême droite au niveau national et qui votent à l'extrême droite, de les accueillir dans nos espaces démocratiques. Les accueillir dans nos espaces démocratiques, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire laisser passer et donner de la caisse de résonance à des idées racistes, xénophobes, discriminantes, etc. Ça, il faut être au clair sur ces propos-là. Par contre, il y a tout un tas de choses où, en fait, sur des discussions communales, où on peut travailler sur les sujets de fond et que l'ensemble de ces personnes contribuent à élaborer des réponses. Et des fois, moi, je trouve, du coup, dans l'étiquette Union de la gauche, c'est aussi un truc qui fait mes repoussoirs énormes pour les personnes qui ont voté à l'extrême droite. Et du coup, il y a un truc aussi là-dedans, dans la place avec les partis, qui pour moi ne me convient pas. C'est que dans les partis, il y a ce truc de on revendique qu'on est à gauche, etc. Et c'est un marqueur politique. J'entends qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça pour savoir comment ils vont voter, mais c'est aussi beaucoup, je pense, des personnes qui ont le vote utile facile. Et du coup, dans une stratégie électorale, c'est la question de c'est qui nos cibles dans les messages qu'on porte, etc. Est-ce que c'est les désillusionnés de la politique, les gens qui sont éloignés de ces cercles de décision qu'on veut aller chercher ? Et auquel cas, on adapte notre discours sur ces questions-là, sur les questions démocratiques, de légitimité et tout, ou on fait une campagne, vision écologique, sociale, démocratique, et on reprend cette comme uniformisation de drapeau de l'Union de la gauche avec tous les drapeaux et les partis et les trucs. Moi, c'est pas ça qui me parle aujourd'hui. Mais j'entends les différences de position et c'est aussi à chacune de vos communes, de collectifs, de vous positionner aussi là-dessus. Mais il y a un truc pas mal fort de jugement de classe aussi sur ces questions-là. Et tant qu'on n'arrive pas à s'en défaire dans nos milieux, ça ne va pas faciliter que les gens se détachent des idées d'extrême droite et envisagent un autre chemin pour faire démocratie. Et à travers les communes, je trouve qu'on a un truc à jouer là-dessus. Pour avoir accompagné plusieurs collectifs, voilà, en faisant partie de la Horde, c'est une question qui revient au moins sur la moitié des collectifs sur est-ce que dans notre charte ou dans notre raison d'être, on met qu'on est de gauche ou pas. Ouais. Vraiment, c'est un sujet qui revient souvent sur justement exactement ce que tu viens de dire, hein, sur qui on veut toucher et l'effet repoussoir du fait de dire qu'on est de gauche. Et vraiment, voilà, moi, j'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de très questionnant. Souvent, effectivement, une opposition politisée et non encartée et non encartée, et aussi un conflit de génération. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui se questionne quand même d'affirmer qu'on est de gauche. Et donc, du coup, l'union de la gauche, voilà, il faut faire aussi attention sur cet effet repoussoir, quoi. Tout à fait, je le confirme. Romain, est-ce que tu avais des dernières choses à dire
sur ces questions de... Non, enfin, juste une remarque à faire sur le reproche de dire que c'est à cause de vous que l'union de la gauche ne s'est pas faite, à cause des listes citoyennes. En fait, je pense qu'on pourra toujours vous le reprocher, même si les partis politiques ont des demandes énormes, ce sera toujours de votre faute, de toute manière, et surtout si vous perdez. Mais dans la vérité, c'est que c'est aussi... et principalement de leur faute. Et après, je trouve quand même que le NFP n'a pas marché nationalement, et on le voit, c'est compliqué entre les figures de proue des grands partis de gauche. Mais honnêtement, nous, ce qu'on a pu voir sur Nantes, c'est que les partis et les militants avaient envie de se parler, de se retrouver et de militer ensemble sur des valeurs communes. Donc il y a aussi, il y a quand même un peu il y a ce sentiment-là aussi qui émerge. Alors effectivement pas des petits ténors ou voilà, mais vraiment les militants qui vont coller les affiches, qui vont tracter, avec qui on va faire des actions ultra concrètes. En fait, ils ont envie d'aller avec leurs camarades sur les marchés et pas envie de s'en plafonner dès que il y a je sais pas qui dit un truc au micro de BFM, quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut aussi compter sur eux récemment pour pouvoir un petit peu agréger l'union. Alors, je ne sais pas comment vous êtes à l'issue de cette heure et demie à discuter de la gestion des partis politiques. Moi, pas très bien. J'ai l'impression que il y a beaucoup de territoires, comme vous dites, où la question va se poser beaucoup plus qu'en 2020, notamment aussi de ce contexte, à cause de ce contexte de nécessité de faire union, on va dire, sur les territoires. Et j'ai envie de vous dire, moi je suis aussi dans ce cas de figure, et mon village fait 2400 habitants, donc ce n'est pas des partis politiques dont on parle, c'est des notables. On n'en a pas parlé dans ce temps, mais souvent la question se rejoint aussi sur comment gérer avec les gens qui sont au pouvoir depuis très longtemps, qui sont notables de la politique sur les territoires. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi de ce qui a été dit aujourd'hui. Vous seuls savez ce que vous allez faire, ce que vous devez faire sur votre commune. Les cas de figure sont tellement différents qu'à un moment donné, seul votre collectif peut décider ce qu'il doit faire. Action commune, c'est vraiment beaucoup posé la question. Donc, il y a beaucoup, et la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a pas mal de configurations qui ont été testées depuis 2020. Donc, vous avez entendu nos 3 intervenants, mais je vois aussi Martin à Chambéry, Saint-Médard-en-Jalles aussi, qui a testé une configuration plutôt d'alliance assez tôt, il me semble. Enfin, bon. Et au second tour, donc pas du tout tôt d'ailleurs, au second tour. Vous avez dit tellement de choses que je ne vais pas prétendre résumer. Moi, ce que je me suis noté comme ça, si j'avais quelques éléments à retenir, c'est se poser la question très tôt. Pour moi, c'était contre-intuitif. Je vous avoue que je pensais que vous diriez plutôt on trace, on démontre en tant que collectif citoyen, et ensuite on voit ce qu'on fait un peu à l'aube des élections. Je comprends la nécessité du coup de voir, de pouvoir acculturer les personnes, en tout cas de voir, en fait, d'évaluer si la coopération est possible en fait assez tôt, pour que la campagne soit l'occasion de préfigurer une possible alliance. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que vous disiez, à partir du moment où on se rend compte qu'on ne fait plus ce qu'on voulait faire, en fait on passe plus de temps à discuter des logos et de quel parti et de quelle place, etc. Et on n'est plus en train de faire, j'espère que vous avez tous fait votre calendrier, là, votre rétro-planning jusqu'aux élections. Il y a un exemple dans le guide La mairie est à vous qui est assez parlant, dont vous pouvez vous inspirer. Donc vous savez, normalement, j'espère que vous êtes en train de co-construire votre programme avec les habitants, de vous poser la question de comment vous allez désigner vos candidats, votre tête de liste, etc. Si vous n'êtes plus en train de faire ça, ou plus en train de réfléchir aux politiques publiques, par exemple, je pense que ça veut dire que c'est pas bien parti et que vous passez trop de temps avec les partis politiques. Et non, mais on le dit en rigolant, mais moi j'ai une expérience similaire à la vôtre sur une campagne législative. Pour tous ceux qui ont travaillé un peu avec le NFP, c'est pas une blague. C'est vraiment des discussions de plusieurs heures à discuter logo, et ça c'est pas l'ADN des LCP. Et ça le sera jamais, j'espère. J'ai aussi retenu 2 dernières choses. Renvoyer les partis de gauche aussi à leur bilan et se sentir légitime, ne pas se laisser culpabiliser sur la question de l'union de la gauche.
Déjà, d'une part, est-ce qu'une LCP est de gauche? Ça, vous allez tous vous poser la question et vous allez tous avoir votre réponse également. Personne ne peut vous dire ce que vous devez faire là-dessus. Et ensuite, eux aussi ont leurs responsabilités dans la montée du RN, etc. et ce désenchantement de la politique. Donc voilà. Et puis, vous avez beaucoup parlé de quelles conditions et de comment arriver à la table des négociations avec des exemples concrets que vous pouvez retrouver dans le guide. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il faut se sentir légitime et fort, ce que vous pouvez ressentir maintenant avec tout ce qui s'est passé dans les communes participatives et ce bilan là depuis 2020. Sentez-vous aussi fort qu'un parti politique. Vous disiez, madame, est-ce qu'on n'est pas finalement aussi des partis politiques? Pour préparer cette conférence, je ne suis pas venue là-dessus parce que c'était très théorique. Je me suis un peu demandé qu'est-ce qui finalement nous différencie d'un parti. Je pense que vous avez déjà posé la question. Pas grand-chose en fait, si on reprend vraiment ce à quoi doit servir un parti. À partir du moment où ils sont devenus des campagnes, des outils de conquête du pouvoir uniquement et de plutôt placer des gens plutôt que de penser aux politiques publiques. Oh là là, je finis vraiment sur un truc un peu hardcore, mais c'est pas le cas de tous les partis politiques et de tous les gens. Mais enfin bref, du coup, ils se sont un peu éloignés de leur mission de base, peut-être, point d'interrogation. Et peut-être que nous, on y revient aussi. Donc sentez-vous légitime et fort d'arriver aux négociations la tête haute et de pouvoir poser vos conditions aussi. Merci énormément pour vos interventions. Merci pour vos questions. Et bon courage.